J'ai changé de vie 2 fois, de façon radicale. Aujourd'hui, on va parler reconversion professionnelle, puisque je pense pouvoir dire que j'ai, une certaine expertise dans le domaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette petite chaîne qui commence à trouver son petit public. On parle ici essentiellement aux femmes de plus de 30 ans, mais aussi, en ce qui me concerne donc, les femmes qui sont aux alentours de la cinquantaine. Mais je sais qu'il est important de m'adresser aussi aux plus jeunes en même temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de la reconversion professionnelle et de la difficulté parfois de vouloir changer de métier quand on est maman. Parfois, quand on est maman solo, c'est encore plus difficile. Et moi, je vais essayer de vous partager mon parcours et comment j'ai fait certaines transitions dans mon mode de vie à certains moments de ma vie. Alors, comme vous en aurez un petit peu l'habitude, dans mon cas, on va souvent partir par l'historique. Moi, je viens d'une famille où on n'est pas entrepreneur, où on fait des métiers classiques. Donc, quand j'étais jeune, les seuls métiers qui s'ouvraient à moi dans mon univers, c'était d'être comptable, infirmière, médecin, avocat, professeur, enfin, ces métiers, qu'on considère comme être des chouettes métiers, hein, ma famille aurait toléré ceux-là. L'horizon des possibles était très limité dans ma famille. De toute façon, on faisait des métiers courants qu'on croisait tous les jours, fallait pas se dire: «Je vais devenir, astronaute», pourtant c'est possible, hein. Fallait pas aujourd'hui ma fille veut être archéologue. Si j'avais voulu être archéologue, je pense qu'on m'aurait dit: «Ma grande, tu vas arrêter de rêver». Et prends-toi À mi-temps. Bref, l'horizon des possibles était restreint, ce qui veut dire que je suis devenue prof. Ceci dit, je pense que dans mon cas, c'était une vraie vocation puisque enfant, c'était mon jeu préféré. Je jouais toujours à être prof. D'ailleurs, ma cousine m'en a détesté puisque c'était ma première élève. Mais c'était un métier qui me convenait bien dans un premier temps. J'adore transmettre, j'adore échanger et j'étais prof de français, qui est probablement une des choses qui me fascine, qui me passionne. La langue française est une vraie passion en fait pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et transmettre, mon intérêt à mes élèves était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Sauf que je travaillais à 100 kilomètres de chez moi à peu près, donc enfin bref, j'avais 2 heures de route par jour. Heu, L'intérêt d'être professeur aussi, c'est d'avoir, un certain nombre d'heures à l'école et le reste, on peut le travailler à la maison. Ben, moi, je l'avais moins que mes collègues puisque de toute façon, je partais le matin et puis quand j'avais ce qu'on appelle des heures de fourche, bah, je les passais à l'école. Donc de toute façon, je faisais quand même des journées, donc je partais de chez moi à 6h30 et je rentrais de chez moi vers 18h de toute façon puisque j'avais pas la possibilité de rentrer chez moi, faire tourner une machine comme beaucoup de professeurs font, enfin, par exemple. Donc je passais mes journées à l'école, mais c'était pas un problème puisque du coup, durant mes heures, ce qu'on appelle les heures de fourche, les heures où on donne pas cours, bah, j'avais le temps de faire mes corrections, j'avais le temps de préparer mes cours, ce qui veut dire que quand je rentrais chez moi, la plupart du temps, mon travail était fini en dehors, des moments de conseil de classe où là, on reste tard à l'école. Mais donc mes journées professionnelles, en tout cas les 13 premières années de ma vie professionnelle, c'était des horaires classiques. Même si j'étais prof, j'avais les horaires classiques. Donc j'avais, je pars de chez moi à 6h30, je rentre vers 18h, allez, à peu près. Alors il se trouve que financièrement, j'étais déjà indépendante dans le sens où, je ne partageais pas, le bien, immobilier que j'avais acheté parce que c'est la première chose que j'ai fait, quand je suis sortie de l'école. C'est que, ma mère a accepté de se porter garante pour, ma première maison. Alors là, je suis dans la deuxième, mais donc assez vite après mon premier travail, enfin dès que j'ai eu mon premier travail, j'ai pu acheter alors c'était une toute petite maison, hein, c'était tout petit, mais j'ai pu acheter très rapidement avec, à l'époque, on pouvait emprunter 100 du bien et avec un garant, c'était possible et en plus, bah, j'étais fonctionnaire, même si j'étais pas nommée, c'était quand même plus facile. Mais ça veut dire que j'avais la maison à payer, j'avais ma voiture à payer, j'avais tout ce qu'on a à payer dans une vie normale, mais j'étais seule pour payer tout ça et c'était pas forcément évident parce que, bah, un salaire quand on débute, je me rappelle que mes premiers salaires étaient vraiment très, très, très bas, hein. Ça monte assez vite quand même dans l'enseignement, mais on démarre un peu bas parce que dans l'enseignement, on augmente tous les 2 ans, on a une augmentation tous les 2 ans. Je sais pas si ça marche toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais une augmentation tous les 2 ans. Mais, alors pas c'était pas phénoménal, hein, mais en net, par exemple, si vous avez une augmentation de 50 € tous les 2 ans, après un certain temps, ça pèse. Mais donc au début, ça pesait pas lourd et j'avais un crédit, donc un crédit immobilier, j'avais un crédit voiture et cetera et je voulais pas être ric-rac, j'aimais pas trop l'insécurité financière est quelque chose qui m'a toujours beaucoup angoissée. Donc j'ai toujours eu un deuxième boulot.
Alors le plus gros de mon deuxième boulot principal, ça a été de travailler, comme serveuse. J'ai été serveuse quasi jusqu'à ce que j'aie ma fille. Donc j'ai eu ma fille à 28 ans, presque 29. La plupart du temps, c'était le week-end ou en soirée, mais c'était énormément le week-end. J'étais serveuse et j'adorais ça, je m'amusais. En fait, la variété a toujours été quelque chose qui m'a parlé et on va voir en quoi savoir si la variété, c'est quelque chose qui compte pour vous est important. Ensuite, à ça, j'ai ajouté, alors c'était un peu la mode à l'époque, il y avait beaucoup, Hamburg Mannheimer, qui est devenu Ergo ensuite, donc qui recrutait des gens pour vendre des assurances. Alors à l'époque, pour réellement devenir vendeur d'assurance, il fallait passer ce qu'on appelait le CBFA, donc le certificat bancaire, finance et assurance. Je l'ai passé également et donc j'étais prof la journée, serveuse le week-end et je vendais des assurances le soir. Ça m'a permis, l'air de rien, de mettre pas mal d'argent de côté pour éventuellement un autre projet. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Alors vous allez vous demander, et le père de ta fille dans tout ça? Le père de ma fille n'intervenait en rien d'un point de vue financier, enfin, pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails personnels, mais en tout cas, donc j'assumais intégralement seule la maison. Donc quand il fallait mettre 2000 litres de mazout, c'était moi. Quand il fallait réparer quelque chose, c'était moi, et cetera, et cetera. Donc je cumule. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Et puis ma fille arrive. Ma fille arrive, ça veut dire que ça devient quand même assez compliqué d'être serveuse en plus. Donc j'ai continué uniquement les assurances sur le côté. Mais vous savez ce que c'est qu'un postpartum? Je me souviens par exemple, d'aller à des réunions, alors que parce que ça c'est une partie que je faisais en indépendante complémentaire. Ma fille était bébé et j'allaitais encore et je me souviens d'être allée à des réunions avec des pads, parce que, le lait, si c'était l'heure de la tétée, voilà et donc enfin bon. Donc l'air de rien, avec mon enfant tout bébé, j'ai quand même recommencé à travailler très, très vite. J'ai pas recommencé aussi vite pour l'enseignement parce que j'ai pris le 3 mois de congé parental complémentaire, mais je faisais les assurances en même temps. Je ne sais même pas si j'y avais le droit. Je vous cache pas que j'ai pas fouillé. Et donc j'ai continué mon job d'indépendante complémentaire en plus de ma pause parentale. Quand Lola a eu 6 mois, là je me suis retrouvée avec: «OK, qu'est-ce que je fais?» Les 2 jobs, ça devient beaucoup. Mais j'avais des sous de côté et j'avais envie d'une plus grande maison. Donc j'ai, vendu ma première maison pour faire construire celle dans laquelle je suis en train de filmer maintenant. Mais encore une fois, financièrement seule. Alors je dis seule, mais c'est mon oncle qui a construit essentiellement ma maison. Donc j'ai eu la chance de payer peu de main-d'œuvre puisqu'il venait m'aider pour tout. Enfin, je lui dois sûrement une réduction de 30 du total de la construction de ma maison. Moi, mais j'ai dû acheter le terrain, tout ça, j'ai acheté toute seule, même si, même si le père de ma fille était toujours dans ma vie. Il se trouve que, lui n'avait pas on peut pas dire qu'il ait une santé mentale très stable et donc il n'aurait pas été capable d'assumer ce genre de choses. C'est d'ailleurs sa santé mentale, qui a fait qu'on n'est pas restés ensemble. Et donc j'ai construit la maison, Lola on a emménagé quand Lola avait 2 ans. Et c'est aussi à peu près à cette époque-là que, le père de ma fille et moi, on s'est séparés. Donc là, j'étais prof et il se trouve que, quelques mois après avoir emménagé dans cette maison, j'adorais toujours mon travail, mais comme je le faisais depuis 13 ans, je faisais 200 kilomètres par jour. J'ai fait un accident de voiture en allant travailler, j'ai glissé sur une plaque de verglas sur l'autoroute. Vous vous doutez bien que ça ne s'est pas fort bien terminé. Hem, j'ai même été annoncée morte dans les journaux locaux. On appelait ma grand-mère pour lui souhaiter, de sincères condoléances. Je n'étais pas morte donc, mais par contre, j'ai quand même vraiment pris conscience que 200 kilomètres par jour, alors que j'élevais ma fille seule puisque j'en ai eu très rapidement la garde, totale, étant donné la situation citée plus haut, je me suis dit: «C'est dangereux et c'est pas une bonne idée». Donc j'ai demandé ma mutation pour être plus près de chez moi. Ce fut une erreur stratégique, importante finalement. Parce que quand vous êtes bien dans un travail, quand vous avez des collègues que vous aimez bien, quand vous êtes heureuse au travail, même si vous traversez des moments difficiles, les collègues sont là. Même si vous avez des problèmes dans la vie, vos amis et collègues sont là. Moi, je me suis fait muter à un moment de ma vie où j'allais pas spécialement bien relationnellement, dans ma vie de couple et cetera, puisque j'en avais plus de vie de couple, que j'étais maman solo
et je me suis mutée dans une école, on va pas se mentir, abominable, abominable. D'ailleurs, s'il y en a un d'entre eux qui me regarde aujourd'hui, vous savez très bien que cette école avait une ambiance toxique comme j'ai rarement vu dans mon existence. Il y a une chose que vous devez retenir, c'est que si un jour vous êtes dans un job toxique, ne partez pas sur un coup de tête, mais prévoyez votre départ. Il a dit, bien sûr que oui. Faites tout pour mettre en place votre départ. On ne reste pas dans un environnement toxique, ça peut vous gâcher la vie. Moi, je suis arrivée dans cette école et j'y suis restée 5 ans. Quand vous avez une direction malsaine, ça se répercute sur tout l'ensemble, parce qu'une direction malsaine manipule aussi les gens, ce qui veut dire que les gens en viennent à faire des petitesses pour, dans l'enseignement, pour une classe, pour un nettoyage de tableau, pour des conneries. C'est là que j'ai vu que l'humain, quand il est dirigé par un pouvoir malsain, l'humain devient un vrai connard. Voilà, les gens étaient prêts à tout pour avoir un meilleur horaire, puisque cette direction se servait, de son petit pouvoir, hein, parce que finalement, préfet dans une école a un tout petit pouvoir et cette direction se servait de ce tout petit pouvoir pour faire chier des gens, donc pour manipuler les gens, hein. Si on n'était pas d'accord avec elle, ben, on avait un mauvais horaire l'année suivante. Elle faisait voter à main levée pour des trucs en ayant très bien dit ce qu'elle voulait, en sachant que c'était parfois en défaveur des élèves, et cetera. Vote à main levée devant le groupe. Que ceux qui sont favorables au changement d'horaire veuillent bien lever la main. Et voilà, ça y est. Je ne compte que 9 voix, Monsieur McMurphy. Ah, elle n'en compte que 9 voix alors que c'est un raz-de-marée. Vous êtes 18 dans ce pavillon de malades, Monsieur McMurphy. Et il vous faut la majorité pour obtenir une modification d'horaire. Je vous rassure, depuis, cette personne a été écartée du cœur de la vie des élèves, mais en attendant, moi, pendant 5 ans, j'étais là en même temps qu'elle, quoi. J'ai pas été sa victime, très vite, donc j'ai pas forcément ouvert les yeux, mais je sentais l'ambiance, je détestais l'ambiance de cette salle des profs. Je l'ai su à l'instant où je suis rentrée d'ailleurs, parce qu'autant dans ma première école, je suis rentrée dans la salle des profs et je me suis dit que c'était lumineux et cetera. Dans l'autre, c'était tout sombre, on aurait dit que les lieux reflétaient les êtres humains qui y vivaient ou l'ambiance morose qui y était. Donc j'y suis restée 5 ans aussi pendant lesquels j'ai récupéré ma sœur, qui, avait, 18 peut-être, un truc comme ça, enfin qui commençait ses études et elle est venue vivre à la maison et donc j'avais ma jeune sœur, hein, qui a 17 ans de moins que moi du coup, qui vivait à la maison. J'essayais qu'on puisse vivre correctement, toutes les 3 puisqu'on était toutes les 3, Gabrielle, Lola et moi. Et je voyais aussi que, il était possible de faire quelque chose. J'avais pas encore bien compris quoi, parce que par contre cumuler un job à ce moment-là, j'avais plein de temps libre, hein, puisque par contre j'étais pas loin de chez moi, quand j'allais travailler. Donc si j'avais 1 heure de fourche, je peux vous dire que je restais pas dans la salle des profs, je rentrais chez moi. Donc j'avais du temps. Mais je n'avais plus autant qu'avant la possibilité de partir et de faire ce que je voulais. Enfin, ma sœur faisait des études, j'avais Lola, il fallait aussi m'occuper des devoirs, et cetera. Donc je n'avais plus comme avant d'avoir Lola la possibilité d'être serveuse le week-end, de vendre des assurances le soir. C'était plus possible. Lola était petite, hein, mais j'avais plus la même marge de manœuvre. Et je me suis dit, ok, donc il faut que je développe quelque chose qui me permette de travailler chez moi. Et c'est le moment où j'ai proposé à ma sœur de réunir nos 2 blogs, puisque c'est une chose, qui était possible et qui est toujours possible aujourd'hui pour n'importe qui, hein, de créer quelque chose en ligne et de faire vivre ce quelque chose en ligne et de le rendre potentiellement rentable. Je déteste la phrase, «Mais toi, tu as trop de la chance». Pourquoi? Parce que je sais pas si on peut dire que c'est de la chance quand le soir, ma sœur et moi, tous les soirs, religieusement pendant plusieurs années, on a écrit 3 articles. Donc c'était ou bien l'une d'eux ou bien l'autre un et l'autre un ou bien l'inverse. On a écrit 3 articles par soir pendant plusieurs années. Ça veut dire aussi qu'on a dû apprendre WordPress. À l'époque, c'était pas facile de créer un blog. Alors c'était facile de créer un simple blog WordPress, mais il y avait 2 types, il y avait wordpress.com et wordpress.org. Il y en avait un qui était automatisé, l'autre, si on voulait customiser, il fallait passer sur l'autre, c'est-à-dire qu'il fallait télécharger en local, et cetera. C'était plus compliqué et je me rappelle qu'on a passé des soirées avec ma sœur, alors presque abominables et à la fois merveilleuses, parce qu'on en aurait bien pleuré d'essayer d'y arriver, et cetera. Et c'était pas facile, mais on le faisait. Et tous les soirs, ces articles, tous les soirs, alors, et tous les soirs, regarder les stats et se dire, ah ouais, il y a 20 lecteurs, il y a 100 lecteurs. Et puis un jour, boum,
un article. Et ma sœur me dit, je crois qu'il y a un problème avec Google Analytics parce que ça déraille. On dirait qu'il y a 100 000 personnes. Bah, elles y étaient, les 100 000 personnes. Tout ça pour dire que vous aurez compris qu'on a beaucoup travaillé gratuitement pendant longtemps. Donc, ça veut dire qu'on s'est formé, que le soir, on apprenait, on a appris à référencer un article, on a appris à rédiger pour le web, on a appris, au début, il n'y avait que Facebook, mais on a appris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, on a commencé à apprendre à analyser des stats sans ChatGPT, on n'avait rien de tout ça. Donc, on a appris, on a passé des soirées, voire des nuits sur certaines choses. Je me rappelle parfaitement nos premières photos de nail art. En plus, ils étaient nuls, mais c'était très drôle. Enfin bref, on a beaucoup travaillé. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'abonnés et qui a fait que Didier, à l'époque, et Manu nous ont repérés. Et donc là, c'était des gens qui avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs réseaux sociaux. Et ça m'a mis le pied à l'étrier de rentrer chez ADNC. Alors ADNC, c'était un projet qui n'était pas le mien, c'est une habitude chez moi. C'était un projet dans la mode, mais projet dans lequel je me suis vraiment très très vite impliquée. Et petit à petit, j'ai suffisamment fait mes preuves auprès, à l'époque, de mon patron Didier, qui rigolerait s'il m'entendait dire ça, mais c'était mon patron. J'ai suffisamment fait mes preuves pour rentrer dans la boîte assez avec un mi-temps. Et donc, j'ai eu un mi-temps chez ADNC, un mi-temps dans l'enseignement, et j'ai donc pu dire à l'enseignement, je pars en mi-temps. Donc ça, c'était déjà un grand pas. Et en fait, c'est tout ce travail qui a fini par payer à un moment. Et je crois qu'aujourd'hui, on attend parfois une grande réussite rapide, alors que parfois, les réussites sont très lentes et très à petits pas. Et donc, je n'ai pas quitté l'enseignement du jour au lendemain, je l'ai quitté petit à petit, je l'ai quitté à mi-temps. Ça a été lent, ça a été plus lent que ce qu'on penserait. L'enseignement, ça en est arrivé à un point de non-retour pour moi suite au moment où en fait cette fameuse préfète a changé de victime. Hein, et enfin, je suis rentrée dans le cercle des victimes de cette folle malade. Enfin bon, je ne veux même pas rentrer dans les détails parce que elle était cinglée. Enfin, allez, je vous situe, elle m'a accusée de vendre les questions d'examen à mes élèves. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, quoi. Jamais j'aurais vendu les questions de mes examens à mes élèves, mais ça va pas, non. Et donc, j'ai donné ma démission. Alors, j'ai pas seulement pris une pause carrière, c'est là que je dirais que j'ai commis une erreur. Je n'ai pas pris une pause carrière, j'ai démissionné, coup de colère, ego, mon côté. En fait, moi, si vous touchez à la valeur de la justice, et pour moi, son comportement était injuste, ça va trop loin pour moi et je suis tout à fait capable de tout envoyer péter, comme je l'ai fait. Donc, j'ai démissionné. J'ai pas pris une pause carrière, j'ai démissionné. Ce qui veut dire que pour retourner dans l'enseignement aujourd'hui, je dois postuler de zéro. Mon ancienneté pécuniaire compterait encore, mais mon ancienneté en tant que jour, alors que j'étais nommée, hein, j'avais une place, je veux dire, garantie à vie. Mais non, moi, j'ai démissionné. C'était au-dessus de mes forces de rester là-dedans, dans cette ambiance. Alors que bon, il y a d'autres écoles, mais je ne pouvais pas demander aisément à me faire muter en disant quoi? En disant je vais plus loin de chez moi, ça n'avait pas trop de logique. Hein. Alors, ADNC est devenu l'essentiel de ma vie pendant, allez, je dirais un an et demi. Mais on n'était pas très rentable. Ce qui veut dire que ce n'était pas possible non plus de payer mon loyer, de tout payer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait des compromis. Le compromis a été de mettre en location ma maison et que moi, j'aille vivre avec Didier, donc chez Didier pendant un certain temps. Ma sœur, elle avait elle a vécu un moment ici comme une des colocs. Et puis finalement, elle est allée vivre avec son copain. Mais ça n'a pas été très long. Hein. Je suis restée chez Didier un an et demi, un truc comme ça. Et donc, on était coloc. Enfin, chacun de notre côté, on était coloc. Chacune de notre côté, on a été coloc. Didier et moi, on était coloc. Et on bossait ensemble la journée. C'est quand même un sacrifice hein, pour vivre une nouvelle vie. Je serais encore prête aujourd'hui à prendre un coloc ou une coloc si je devais le faire, en fait, parce que souvent, ce qu'on néglige dans la reconversion, c'est le sacrifice. On aimerait que ce soit facile, mais ça n'est pas facile. Alors, je ne vous dis pas que c'était une horreur de vivre avec Didier, pas du tout, mais c'était quand même pas chez moi, c'était pas, c'est pas aussi facile que de vivre dans sa maison, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que le projet n'était pas financièrement solide. J'avais pas les bases pour comprendre financièrement comment on rend une entreprise solide. Depuis, j'ai appris plein de choses d'ailleurs. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas les armes et donc on s'est planté. On s'est planté, mais de nouveau, moi, j'avais acquis des compétences encore supplémentaires, surtout au niveau des réseaux sociaux. Hein. Je pense qu'à un moment,
Vraiment, j'avais démontré que je pouvais encore faire exploser les réseaux sociaux d'ADNC. On avait fait vraiment un carton. Je continuais j'avais aussi reprouvé que je pouvais, développer mes propres réseaux une seconde fois, puisque quand on s'est séparés avec ma sœur, on a pris chacune notre blog. Moi, j'ai fait Imparfaite. On est reparti de zéro. Ce qu'on a décidé, c'était que personne reprenait les anciens réseaux. On est reparti de zéro et je suis vite remontée à mon nombre, «habituel» entre guillemets d'abonnés. Donc j'ai dépassé les 30 000 sur Facebook assez vite et puis, j'ai continué Instagram et cetera. Donc je pense que j'avais fait mes preuves au niveau de la gestion de la communication et c'est comme ça donc que, je me suis retrouvée chez Flexvision comme rédactrice web au départ et hem et c'est là que la machine s'est emballée, en fait, quand j'étais chez Flex. Des gens sont partis, et j'ai repris des morceaux de boulot. Donc là où je venais pour être community manager essentiellement, je me suis retrouvée, à reprendre un petit peu du boulot de Julie qui passait dans une autre entreprise. J'ai repris, plus ou moins le boulot d'un certain commercial. Comme l'équipe, ça n'allait pas trop, j'ai repris un peu les contacts, la gestion des jeunes, pour que ça se passe bien, pour essayer d'apaiser les tensions et que ça démarre bien et cetera. Et au départ, ça s'est vraiment bien passé. Au départ, ce qui a été nourri chez moi, c'était mon besoin d'apprentissage, mon besoin d'appartenance parce que, forcément, je me liais très, très fort aux gens avec qui je travaillais, des jeunes avec qui je travaillais. Donc mon besoin d'appartenance était très assouvi, mon besoin d'apprendre était très assouvi. Mon ego était très flatté parce que ça marchait bien, parce que ce que je faisais était bien, parce que, le chiffre d'affaires a augmenté, des choses comme ça. Personnellement, mon seul plan, c'est l'argent. Et en fait, petit à petit, ce qui a manqué, c'est le sens. C'est très joli de vouloir avoir une chouette équipe soudée et cetera et cetera. C'était bien d'avoir un peu fait des résultats et cetera, mais derrière, alors désolée pour ceux qui vont l'apprendre, mais j'aimais pas mes clients particulièrement. Il y avait une sorte de manque de valeur dans ce métier. Dans le métier, on travaille essentiellement avec l'immobilier. Alors, il y avait vraiment les gens à qui j'aimais travailler dans l'immobilier, mais majoritairement, il y en avait beaucoup avec qui j'avais pas d'atome crochu. En fait, ce que j'aimais dans les réseaux sociaux, c'était la vérité, l'honnêteté. Quand on a fait ADNC avec Didier, ce qu'on faisait, c'était qu'on racontait l'aventure ADNC. Et en fait, en immobilier, on veut souvent vendre du rêve. Il y a tout un côté très superficiel, très pas vrai, très poseur, très LinkedIn, hein. Vous savez, vous il y a tout un groupe dans l'immobilier, tout un type d'agents en immobilier qui vont être des gens qui vont essentiellement, heu, faire des statuts LinkedIn, en fait. Vous voyez exactement ce que je veux dire. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Comment ils sont devenus propriétaires, ils se sont enrichis, comment ils peuvent vous apprendre à faire pareil, comment eux, ils vont investir à Dubaï, comment toi aussi tu devrais investir à Dubaï, comment ils sont passés de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en 6 mois. Et dans la réalité, en voyant l'envers du décor, je savais que pour beaucoup, c'était pas tout à fait vrai. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à $2000 et une putain de montre en or qui m'a coûté $40 000. Alors que nous, sur ADNC, ce qu'on disait, c'était la vérité. Et ce que je dis sur Imparfaite, c'est la vérité. En réalité, la vérité compte beaucoup plus pour moi que ce que je pensais. D'autant plus que j'ajouterais que c'est un métier qui m'a renvoyé énormément de négativité, dans le sens où c'est beaucoup d'hommes qui ont eu tendance à me prendre pour une pauvre femme. Vous savez, beaucoup de constructeurs très presque masculinistes, et qui ne s'en rendent pas compte, à qui je vais donner un conseil, qui ne vont pas l'écouter, mais je vais prendre un mec, je vais lui faire dire la même chose que moi, et là, ils vont dire: «Ah oui». À un moment donné,
Les convaincre de signer avec moi ne m'excitait plus. J'avais l'impression d'avoir tout le temps affaire aux mêmes personnes. Putain, je suis tellement content que tu sois là. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu quelqu'un de ne serait-ce que vaguement fun. Oui, je sais, c'est méchant. De répéter la même chose, d'avoir les mêmes arguments. Enfin, j'ai aussi ce côté où j'ai besoin de nouveautés. Et quand je dis que j'ai besoin aussi d'apprendre, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de... Et le côté, le challenge, c'est de faire encore un peu plus de chiffre d'affaires ou de ne pas perdre du chiffre d'affaires. Je vais être très honnête, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Je gagnais correctement ma vie, pas énormément, mais correctement. Je vais être franche, travailler plus pour gagner 500 balles de plus net, no way, hein. Hors de question. Hors de question. Hors de question. J'avais plus de vie, de toute façon. Donc, parce qu'il faut se dire que j'étais la seule à diriger tout ça, parce qu'à un moment, je suis devenue administratrice. Donc, ça veut dire que pas de vacances. Quand c'était les vacances, bah, toute l'équipe était en vacances, donc les clients bah, n'avaient que moi à appeler. Ça veut dire que si moi, je prenais des congés, mais que l'équipe était là, bah, l'équipe, elle m'appelait tout le temps parce qu'elle avait des questions, parce qu'elle avait besoin de moi. Et je leur en voulais pas. Mais tout ça pour ça, tout ça pour ce peu de reconnaissance de la part des clients, tout ça pour ce peu de valeur à transmettre. J'aimais bien travailler, par exemple, sur des projets immobiliers super, travailler avec des grosses boîtes qui ont envie de faire quelque chose. Ça m'intéressait vachement. Avec des directeurs du marketing, etc. Mais la petite entreprise locale où ce que la personne veut, c'est grandir son ego et faire le malin sur les réseaux sociaux, je ne saurais plus. Je vous le dis tout de suite, je ne saurais plus. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, encore une fois. C'est pareil que pour les hommes. Not all men, but always a man. Not all agent immobilier, mais toujours un agent immobilier. Comme vous le savez, bah, ça m'a valu 30 kilos de plus. Un goût pour la vie de plus en plus restreint, je dois dire. Et j'avais l'impression que, ok, j'allais avoir 50 ans et que bah, maintenant, il me restait, ouais, il me reste 17 ans à bosser. Et puis après, adios camarade, et je pourrais vivre à ce moment-là. C'est pas réjouissant. Donc, bah, de nouveau, exactement comme pour le régime, si vous avez regardé l'autre vidéo, le déclic, ça a été le décès de ma maman, qui a donc choisi de partir par suicide et pas un gentil suicide, non, un suicide très violent. Et je suis restée abasourdie. Abasourdie aussi par le manque de prise en compte de ça, par le fait que pour l'entreprise, ce qui continuait à compter, c'était les résultats et pas savoir si j'allais bien. Continue de marcher, fais ça. Continue de marcher. Allez, un pied devant l'autre, continue de marcher. Non, t'arrêtes pas. Debout, Carly. De savoir que pour l'entreprise, ce qui comptait vraiment, c'était que je continue à avancer. Et c'était pas possible que je prenne des congés. Enfin, je les ai pas demandés, mais je pense que la bonne solution a été de me dire, Christelle, prends un mois de congé, essaye de déconnecter, mais ça n'a pas été le cas. Vous marcherez autant que vous pourrez. Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas. Ce qui veut dire que pendant tout un temps, je continue avec ce rythme-là. Et en plus, tous les week-ends, je vidais la maison de ma mère, ce qui a été une des pires épreuves de ma vie. Mais quand vous videz une maison dans le silence aussi, vous avez le temps de cogiter et de vous dire, ouais. Alors, il n'y a que mon oncle et ma cousine pour m'aider. Ces gens à qui je dédie ma vie, ils n'ont pas l'air d'être là. Bah, donc moi, je me sacrifie pour tout le monde, je fais tout, je reste là. J'ai des offres d'emploi super cool et tout, et je reste là par fidélité pour faire un truc que j'aime pas, qui me rend pas heureuse. Ah non, 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 non. Ça m'a pris un moment avant que je comprenne. C'est marche ou crève. La seule différence avec mes autres façons de changer de vie, ça a été que j'ai évidemment la chance, la malchance, ça dépendra comment on se place. C'est toujours une question fondamentale, hein, ça, comment on se place. C'est que ben, j'ai touché un petit héritage où je me suis dit, bah, ok, je l'investis, ou bien je me donne un an de repos pour voir ce que je veux, moi, pour la première fois de ma vie. Parce que donc, il faut concevoir que depuis que je suis sortie de l'école, j'ai eu 2 jobs ou 3 jobs, ou un job et la construction d'un truc comme Two Girls One Mag, ou la construction d'un truc comme Imparfaite. Et puis là, finalement, un job qui m'a dévorée dans mon intégralité. J'ai jamais eu, depuis tout ce temps,
un moment pour réfléchir, tiens, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et alors, au début, je me suis dit, je vais repostuler dans l'enseignement et attendre qu'on m'appelle. Voilà, et j'ai annoncé, chez Flexvision que je repostulais dans l'enseignement et que j'allais attendre qu'on m'appelle. Mais on m'a pas appelée. Enfin, on m'a appelée l'une ou l'autre fois pour des petits remplacements, mais c'est des petits remplacements qui m'intéressaient pas, mais enfin qui étaient trop loin. Je vais pas recommencer à refaire 200 kilomètres non plus, ou un remplacement d'une semaine, non. Donc, j'ai décidé de clarifier ce que je voulais dans la vie. Voilà, et je crois que c'est quelque chose par lequel il faut passer quand on veut faire une reconversion. Donc ça, c'est le premier conseil et là, on va arriver à la phase conseil. Je sais, vous vous dites: «Bon sang, qu'est-ce qu'elle en aura raconté des trucs avant d'en arriver à ce qui m'intéresse?» Mais je pense que c'est important aussi, c'est quelque part une forme de légitimité que je vous offre. C'est que je vous compile tout ce que j'ai traversé et ce que vous pouvez en retirer et je vous en fais une compilation gratuite et déjà réfléchie. C'est déjà bien. Alors, je sais une chose, c'est que je sais quel est mon besoin financier. Je veux dire, c'est important, c'est la première chose. Quel est mon besoin financier réel, moyen? Et je sais que c'est un objectif sous lequel je ne peux pas aller. Mais en même temps, je sais que je peux être très heureuse juste avec ça et que perso, hein, avoir des grosses bagnoles, des grosses montres, des chaussures, des sacs, c'est bon, j'ai relativisé. J'ai vu des tas de gens, justement, dans l'immobilier, il y a des tas de gens qui c'est leur valeur principale. C'est ce qui les fait vivre. Bah, moi, ça ne me fait pas vivre. Mais en tout cas, je pense que c'est une donnée principale qu'on doit avoir quand on veut faire une reconversion professionnelle, c'est déjà savoir si la notion argent a une importance capitale. Alors évidemment que, il faut avoir de quoi vivre, surtout quand on est mère célibataire et je sais qu'il y en a qui me suivent. C'est la priorité. Donc, il faut connaître quels sont les besoins et quelles sont les envies. Il y a une grande différence parce que de toute façon, une reconversion professionnelle implique des sacrifices, quoi qu'il arrive. Alors, ça va être un sacrifice en temps, ça va être un sacrifice en énergie, ça va être un sacrifice en confort, évidemment. Mais la première chose à savoir, c'est d'abord combien vous coûte votre vie actuelle, qu'est-ce que vous voulez sacrifier hors de ça ou est-ce que vous voulez gagner plus, et cetera. Donc déjà avoir une idée assez précise de vos envies financières est une des premières données quand vous voulez faire une reconversion professionnelle. Ensuite, je pense qu'une reconversion professionnelle, c'est une vraie clarification. Une reconversion professionnelle, ce n'est pas quitter un métier, c'est essayer de se trouver. Se trouver, c'est avant tout connaître ses valeurs. Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? Quelles sont les choses que vous n'aimez pas dans votre métier actuellement? Et essayez de déterminer précisément ce que c'est, d'où ça vient cette chose que vous n'aimez pas. Donc je peux vous dire que moi, ce qui a touché dans les entreprises que j'ai faites, je sais que ce que j'ai pas aimé, c'était, la justice, ce que j'ai pas aimé, c'était, le côté, cupide, je n'ai pas aimé, la manipulation, je n'ai pas aimé, l'hyper-autoritarisme. Quand je repense à cette fameuse préfète, elle avait besoin de manifester son pouvoir, donc c'est quelque chose que je sais que je ne tolère pas. Je tolère pas qu'on me maîtrise de cette façon-là, qu'on essaie de me manipuler, et cetera. Bref, je sais déjà tout ce que je n'aime pas et c'est important de le comprendre. Ensuite, j'ai cherché aussi ce qui était commun dans ce que j'aimais dans tous mes passages. Et donc bon, pour ça évidemment, je sais ce qui est commun, la transmission. Évidemment, dans l'enseignement, ce que j'aimais, c'était la transmission. Créer du lien, mais créer du lien, du vrai lien. En fait, on le dit pas assez, mais par exemple, mes réseaux, bien sûr que je parle de skincare, bien sûr que je parle de maquillage, et cetera, mais je parle de mes révoltes, je parle de mes émotions, je parle de plein de choses et surtout, j'ai plein de gens qui me répondent et ça, c'est ce que vous ne voyez pas, bien entendu. J'ai tous les gens qui viennent me raconter leur trait de vie, leur parcours de vie. J'ai des gens qui viennent me demander des conseils, alors comme à une amie, hein, me demander comment j'ai traversé certaines choses, comment j'ai survécu à certaines choses, et cetera. Donc, il y a une création de lien, même virtuellement. Et c'est la même chose chez Flexvision, c'était créer un lien avec l'équipe avec laquelle je travaillais. Dans l'enseignement, ma première équipe, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'était créer un lien. C'est ça qui comptait. Donc, j'aime transmettre des choses que je sais ou transmettre quelque chose et créer du lien avec des gens. C'est important pour moi. Et à la fois, je sais que j'ai besoin de beaucoup d'indépendance et de solitude. Donc, vous voyez un peu déjà le puzzle se construire.
Et bien sûr, mon ego, en tout cas ça, je l'ai découvert quand même plutôt chez FlexVision, mais en même temps, je l'ai toujours eu un petit peu, hein. Quand j'étais serveuse, j'aimais bien être, celle qui avait le plus gros pourboire. Pas parce que, j'avais le plus gros pourboire, c'était parce que ça voulait dire que j'avais super bien bossé et qu'on était super contents de moi. J'ai toujours aimé, réussir des en fait, réussir pour moi, c'est savoir que j'ai fait quelque chose correctement et c'est mon ego là qui parle et je sais que mon ego a besoin d'être nourri quand même. D'ailleurs, j'imagine que je ne serais pas sur les réseaux si j'avais pas je crois que tous les gens qui ont des réseaux un petit peu développés, il y a quand même de l'ego là-dedans, c'est évident. Donc, je sais que ce que je n'aime pas, je sais que je ne peux pas vendre quelque chose qui n'a pas de sens, mais je sais aussi que je ne peux pas vendre quelque chose qui a du sens à quelqu'un en qui je ne crois pas. Parce que je me suis déjà carrément, fritée avec des clients en immobilier parce que vraiment leurs valeurs et les miennes se percutaient de façon, abominable. Donc je sais que ça, je sais pas faire et j'ai pas envie de travailler avec des gens que je n'aime pas. Voilà, donc connaître les valeurs qui vous animent est vraiment essentiel et hors de ça, et ben, après il suffit de regarder le champ des possibles et le champ des possibles, il est souvent bien plus large qu'on ne le pense. Alors là, à quoi j'aboutis? Moi, je suis en train de construire quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire, que je dois bien admettre qu'un seul métier, difficile. J'ai jamais été plus heureuse qu'en faisant prof, serveuse et vendeuse d'assurance. J'adorais ce switch d'un état à l'autre, d'une personnalité à l'autre, hein, quelque part. Chaque métier a il y en a un où tu es dans le service, hein, vraiment, quand j'étais serveuse, j'aimais prendre soin des gens, j'aimais qu'ils soient contents, qu'ils soient bien servis, qu'on s'occupe bien d'eux et j'aimais ce côté, être à l'écoute de l'autre. Moi, j'ai jamais vu ça comme de la soumission. J'ai toujours vu le métier de service comme quelque chose où on prend soin des autres. Donc, j'étais aussi flattée d'être une bonne serveuse que, d'être une bonne vendeuse d'assurance. Il y avait le côté parce que j'étais très convaincue du produit par contre, hein, je vendais, beaucoup, la DKV, donc c'est une assurance, hospi et cetera, que j'ai toujours aujourd'hui. Je veux dire, j'étais très convaincue que c'était très important pour les gens d'être bien couverts. Donc j'adorais l'idée de les convaincre d'être bien couverts, d'être bien à la en sécurité, d'être bien à l'abri. J'aimais ça. Donc il y avait ce côté challenge et puis l'enseignement, il y avait le côté transmission. Transmission de mes passions parce que j'adorais parler de livres, essayer de faire découvrir des lectures à mes élèves et cetera. Donc tout ça me permet de me dire: «OK, à quoi ressemblerait ma vie idéale?» Pendant que je faisais ADNC, j'avais aussi, j'ai suivi 1 an de coaching en images. J'avais adoré le coaching en images, mais j'ai pas pu continuer en même temps que de faire FlexVision et cetera. Mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, mais il me manquait un truc et c'est parce qu'il y avait, selon moi, une toute petite donnée où je n'allais pas assez loin avec les gens. Donc je me suis dit: «Et pourquoi pas le coaching?» Mais je voulais faire ça avec sérieux, pour correspondre encore à une de mes valeurs, donc je voulais faire ça avec sérieux, donc je me suis dit: «OK, je vais me former». Donc ça veut dire que je me forme. Comme je me suis formée à WordPress, je me suis formée je il faut concevoir l'idée que, par exemple, quand je me suis mise, à comprendre Google, je suis arrivée chez FlexVision, il y avait personne qui était certifié, je me suis dit: «Bah, moi, je vais le faire. Je vais faire la certification Google Ads». Pour moi, étudier fait partie aussi de ce que j'aime. Donc étudier en dehors de mes heures de travail est normal pour moi. Donc ici, je reprends une formation. J'aime le marketing, je l'applique ou je l'appliquerai dans mes différents métiers. Donc à mon avis, quelque chose dans le coaching, et peut-être que je referai du marketing pour quelques clients soigneusement choisis, mais je peux vous dire qu'ils seront soigneusement choisis. D'ailleurs, si vous me voyez travailler un jour avec un agent immobilier, dites-vous bien que ça aurait été un élu et que la parfaite, c'est encore un autre axe. Donc en gros, je vais construire une carrière maintenant pour les 20 ans qui me restent à travailler, construire une carrière qui me ressemble. Oui, parce que pour les Français qui vont me suivre ou qui vont voir, en Belgique, on travaille jusqu'à 67 ans. J'en ai 49, donc je vous laisse faire le calcul. Il me reste encore quelques années devant moi. Donc, essayez de construire cette fois-ci une vie qui me ressemble. Alors, c'est la première fois que je fais une reconversion professionnelle qui ressemble à un saut dans le vide. Je suis partie en étant convaincue que j'allais retourner dans l'enseignement parce que ça me semblait plus facile comme solution. Et le temps jouant petit à petit son rôle, je me suis dit: «OK, j'ai plein de cordes à mon arc, voyons ce que je peux faire de ces cordes». Mais là, vous allez me dire: «Oui, mais moi, ce que je veux faire, c'est une reconversion professionnelle alors que j'ai déjà un travail». Ce que j'ai retenu de mes autres situations, de mes autres changements de vie et cetera, c'est que oui, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que
vous n'aimez pas ce que vous faites. Si demain vous trouvez la formation qui tend à vous mener vers le métier de vos rêves, vous ne serez pas fatigué d'aller à cette formation, croyez-moi. J'ai jamais été fatiguée pour écrire un article. J'ai jamais été fatiguée d'aller suivre la formation de coach en image. J'ai jamais été fatiguée. Oui, je vous ai jamais dit, mais j'ai aussi une formation de fleuriste. Je vous dis, j'ai besoin d'apprendre. Mais j'envisageais à un moment de me reconvertir là-dedans, il y a très longtemps, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des cours et j'ai fait des cours pendant 2 ans, à raison de 2 fois 3 heures par semaine, le soir. J'allais suivre des cours pour devenir fleuriste. J'ai réussi! Voilà, et je peux vous dire que vous avez la sensation, j'en suis certaine, là maintenant, du côté de c'est pas possible, je ne saurais pas ajouter un truc à ma semaine en plus. Sauf que si c'est votre porte de sortie, vous pourrez le faire. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. De nos jours, il existe des tas de possibilités de se former en ligne à des tas de choses. Il y a des formations IFA-PME, il y a des montagnes de formations possibles aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une ouverture vers tous les possibles, au final. Le problème, souvent, pour les gens, c'est de concilier tout ça. Or, vu que vous pouvez le faire à distance, en tout cas là, je parle surtout aux jeunes mamans ou aux jeunes mamans solo, il y a un truc, c'est que quand on est maman solo, je sais hein, qu'on est fatigué, je sais, mais je sais aussi qu'on trouve l'énergie dans ce qui nous nourrit. Et que donc, oui, j'étais fatiguée quand Lola était petite et qu'en plus c'était une pénitence pour faire dormir cet enfant. Ouais, j'étais fatiguée, mais le soir, commencer... Alors à l'époque, il n'y avait pas de formation, il fallait chercher. Donc, commencer à regarder des vidéos sur YouTube pour trouver comment on fait un truc, etc., etc. C'était pas du travail. Je ne le ressentais pas comme du travail. Comme aujourd'hui, suivre ma formation de coach ICF, hein, c'est une formation très concrète. Suivre ma formation de coach ne me fatigue pas. Alors vous allez me dire, oui, mais tu vis d'autres choses, tu vis autrement actuellement. Oui, c'est vrai, j'organise mes journées comme je veux, je ne fais que des choses que j'aime actuellement. Mais je suis certaine que ça m'aurait nourri de la même façon quand je travaillais. Quand j'ai fait la certification bancaire, finance et assurance, c'était le samedi, c'était loin. Oui, c'était fatigant, mais je peux vous dire qu'en plus, le soir, je travaillais dans un bar. Et pourtant, ça me nourrissait 100 fois plus que tout le reste. En réalité, la fatigue est souvent presque plus une déprime qu'une réelle fatigue du corps. Le corps, il peut faire plein de choses. Le corps peut vous donner une énergie formidable si vous lui dites « il y a une porte d'ouverture là-bas, il y a une possibilité d'aller vers nos rêves là-bas ». Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. On m'a déjà dit que mon discours était validiste, que tout le monde n'avait pas l'énergie que j'ai, tout le monde n'avait pas les capacités cognitives que j'ai. Alors déjà, capacité cognitive, je ne pense pas être un génie. Je pense que tout ce que j'ai appris à faire, ça n'a été qu'une sorte de cumul de patience finalement. Mais j'entends que quelqu'un d'intellectuellement défaillant ne peut pas le faire. C'est pas ce que je vous dis. Mais je ne parle pas à des gens qui sont intellectuellement défaillants. On est d'accord. Je ne parle pas à des gens qui ont de lourdes difficultés d'apprentissage. Je ne parle pas forcément à des gens peut-être neuroatypiques. Mon discours, et comme pour toujours, mon discours s'adressera toujours à la moyenne de l'être humain. Je ne peux pas prendre en compte dans ce que j'explique les cas atypiques parce que je n'en suis pas, si vous voulez des conseils émanant d'une personne neuroatypique, il y en a plein des comptes. Moi, je ne suis pas neuroatypique, donc je donne des conseils à des gens qui sont plutôt dans la moyenne. Et dans la moyenne des gens, ce constat est celui que je vous donne. Votre corps vous donnera l'énergie si vous lui donnez l'espoir d'un monde meilleur, d'une vie meilleure. Les gens vous prendront toujours aussi pour une folle. Sachez-le. Chaque fois que j'ai annoncé que je me lançais dans quelque chose, on m'a pris pour une folle. Si vous saviez le nombre de fois où je suis rentrée en disant « je vais me lancer dans les assurances » par exemple. Mais on me prenait pour une illuminée. Hein.
Et en réalité, bah oui, laissez les gens vous prendre pour une illuminée. Là, vous pensez que les gens, quand je dis que je fais des études en coaching, que je fais une formation de coaching, vous croyez que les gens se disent vas-y, fonce ma grande? Quand j'écris un roman, vous pensez que les gens me disent vas-y, fonce ma grande? Non, alors déjà, je dis coaching, on me dit il y en a des tas. J'explique ma formation, on me dit il y en a des tas quand même, sachant que des coachs ICF en Belgique, il y en a à peu près, enfin il y en a très peu, hein, il y en a moins de 500 pour vous situer. Quand je dis que j'écris un roman, alors maintenant on la ramène un peu moins vu que j'ai quand même eu un livre édité, mais je dis j'ai écrit un roman, les gens ils ont un petit sourire hein, quand même. Bah, souriez, peut-être je serai jamais éditée, peut-être je serai un jour éditée et à ce moment-là, les gens la ramèneront moins. Mais c'est pas grave en fait, vous n'avez pas besoin que la terre entière soit derrière vous. La seule personne qui doit croire en vous, c'est vous. Et je sais que c'est difficile de croire en soi, je suis la grande reine du syndrome de l'imposteur. Je suis la championne pour ça. Mais c'est pas grave, vous avez réussi. J'avais lu ça sur internet, je ne sais plus très bien où. Vous avez réussi à croire au Père Noël, aux cloches de Pâques, vous arriverez bien à croire en vous quelques minutes. Et c'est ça le truc, c'est que si vous décidez de vous lancer dans un truc, lancez-vous pour de vrai. J'ai déjà, par exemple, envisagé d'être esthéticienne, parce que c'est un truc qui me tente. Mais après, je réfléchis et je me dis, ah oui, non, en fait, ce que tu aimes bien, c'est connaître le skincare pour toi. Tu n'as pas envie de le faire à d'autres. Donc, après, je suis lucide, hein, mais si demain, je voulais être esthéticienne, premier truc que je ferais, c'est chercher une formation d'esthétique. Et je suis convaincue qu'il y a des formations d'esthétique le week-end. Et là, vous allez vous dire, oui, mais je suis crevée. Oui, mais sauf qu'une fois que vous irez à votre formation d'esthétique, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer un nouvel entourage. Et c'est ça qui va vous animer. Ted, y a rien sur cette liste que tu ne peux pas faire parce que tu es trop vieux. Alors, si vous avez un enfant qui est tout petit, c'est un petit peu le seul moment où, en effet, c'est plus compliqué. Avec un enfant tout petit, la seule porte ouverte, c'est Internet. Ou alors, vous avez des parents ou un mari qui veut bien garder, mais il y a beaucoup de gens, de mamans solo. Donc, si vous n'avez personne à qui laisser votre enfant quand il est petit, c'est un plus gros problème. Mais ensuite, dès que l'enfant devient plus grand, on peut très facilement avoir une copine à qui on dit « Ok, je reprends ta fille du vendredi au samedi et toi, tu prends la mienne du samedi au dimanche. » Et ça vous permet de trouver un moment, un créneau, une façon de fonctionner. Il y a aussi l'idée qu'on peut demander de l'aide à des gens. Il y a des gens qui accepteront de garder votre enfant. Il y a des copines avec qui on peut s'allier. En réalité, les gens trouvent un frein. Vous allez voir, je suis certaine qu'après cette vidéo, je vais avoir plein de « oui, mais moi, je ne peux pas parce que ». Et à tous ces « oui, mais moi, je ne peux pas parce que », je suis certaine qu'il y a un « et si ». Oui, mais moi, je suis toute seule dans ma région, je viens de déménager, je ne connais personne. Premier truc à faire, cherchez sur Internet des groupes de parents, des groupes d'entraide. Il n'y en a pas, créez-en un. Vous avez les réseaux, vous avez un téléphone. Créez un groupe de parents, un groupe d'entraide, quelque chose qui va permettre de générer quelque chose, qui va permettre de solutionner le problème auquel vous êtes confronté. Et je vous jure que c'est possible. Hein. Je vous dis, à un moment, j'ai accepté d'aller vivre avec un copain parce que la seule solution, c'était d'être coloc. Et que comme ça, bah, on n'était que un à devoir garder les deux enfants, parce qu'on avait 2 filles petites, il y avait un grand, mais on était 2 à pouvoir s'échanger les rôles et les enfants. Voilà, on crée les solutions. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que mon discours n'est pas juste pour celles qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'énergie, que tout le monde ne naît pas avec la même énergie. Je peux l'entendre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire vous n'y arriverez jamais. Je ne peux que vous dire il y a des solutions. De toute façon, j'aurais refusé qu'on me dise qu'il n'y avait pas de solution. Quand je ne voyais pas de solution, j'en cherchais. Et le seul moment de ma vie où je n'ai pas vu de solution, ma vie a dégringolé vers un rien absolu. Donc ne vous laissez pas aller jusque-là. Empêchez votre cerveau d'être habitué à ce qu'il n'y ait pas de solution. Apprenez à votre cerveau à chercher les solutions. Parce qu'il y en a, vous pouvez en inventer. C'est surtout ça, en 2026, ce qui est grandiose, c'est qu'on peut tout inventer. Vous rêvez d'écrire un livre? Dites-vous, tous les soirs, vous écrivez 1 heure et faites-le. Je sais, c'est difficile. Je suis la première bien placée pour le savoir. Mais faites-le, simplement, vous verrez. Dans 6 mois, vous aurez un premier tome entièrement fait. Vous ne me croyez pas là pour le moment, mais vous y arriverez. L'énergie vient avec l'énergie. Vraiment, avec la prise de décision, avec le fait d'avancer. Alors attention, vous êtes en burn-out maintenant, soignez-vous d'abord.
On ne prend pas de décision, on ne fait pas une reconversion en burn-out. Je pense que j'ai traversé un burn-out, ma psy en tout cas considère que c'en était un. Les 3 premiers mois, je n'ai pas fait grand-chose, hein. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures où j'ai dormi. Vous êtes en burn-out et vous êtes toujours employé, burn-out. Je suis désolée, mettez-vous en burn-out. Si c'est la réalité, si c'est votre état mental, faites-le. Mettez-vous en burn-out. S'il vous faut 1 an, mettez-vous en burn-out 1 an. Je sais que ça peut sembler horrible s'il y a des employeurs qui me regardent, mais si vous êtes en burn-out professionnel, vous avez besoin de vous soigner d'abord. La reconversion, de toute façon, c'est jamais un saut dans le vide. Enfin, pour ceux qui le font, c'est généralement un échec. La reconversion, c'est une série de petits pas vers soi. C'est d'abord essayer de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et à quoi ressemblerait votre vie idéale. Première question à vous poser, hein. Vous savez, dans Nip Tuck, cette série qui commençait, donc c'était des chirurgiens esthétiques, et ça commençait par « Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ?» Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie professionnelle? Et qu'est-ce que vous aimez aussi? C'est la première chose, le premier pas. Après, peut-être que vous allez pouvoir plutôt trouver une façon de modifier l'endroit où vous êtes pour mieux aimer votre vie professionnelle. Mais chaque petit pas vous mènera quelque part. Vous n'aimez pas, vous êtes sûr de ne pas aimer, à quoi ressemblerait le monde idéal de votre vie professionnelle? Ok, vous avez trouvé à quoi ça ressemble, vous le savez. Maintenant, ouvrez Internet, cherchez. Comment on devient ce que vous voulez devenir? Est-ce qu'il y a des parcours? Est-ce qu'il y a des parcours qui se font en soirée? Est-ce qu'il y a des parcours qui se font en week-end? Et faites-le. Quoi qu'il arrive, de ma longue expérience, tout ce que j'ai retenu dans ce parcours professionnel chaotique, c'est que on ne reste pas quelque part où on n'est pas heureux. Changer, c'est terrifiant. Ça l'est toujours, c'est terrifiant. Changer est terrifiant. Mais on ne reste pas où on n'est pas heureux. Personne ne mérite que vous restiez quelque part où vous n'êtes pas heureux, même vos enfants. Trouvez une voie qui vous correspond, cherchez-la et cherchez comment vous pouvez construire le métier que vous avez envie d'avoir. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors je suis désolée pour les gens qui ont voulu regarder cette vidéo pour savoir comment on devenait riche. Je ne suis pas la bonne personne pour ça puisque ce n'est pas mon leitmotiv à moi. Désolée. Mais comme d'habitude, je vais conclure ma vidéo en vous disant que je vous souhaite avant tout de vous trouver et d'être heureuse. Je dis heureuse parce qu'il y a quand même une grande majorité de femmes qui me suivent. Et de croire jusqu'au bout que tout est possible. Parce qu'il y a des jours où on croit que c'est fini. Je vous l'ai dit, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que ma vie, en tout cas professionnelle, c'était terminé. Mais pas que professionnelle, presque j'attendais que ça se passe. Mais en fait, tout est toujours possible. Et l'être humain a des ressources qu'il n'imagine même pas. Allez, j'espère que je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.